Au sommaire de cette édition en religion, c'est lors d'une cérémonie spéciale que le révérend Kwame Nyepe Marus a été reconduit à la tête de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. Une Kenyane conçoit une poupée africanisée pour les enfants. Actualité internationale en Haïti, un navire transportant de l'aide humanitaire fait demi-tour pour faute de sécurité. Sport au Nigeria, les surfeurs à l'assaut des vagues du port de Lagos. Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette édition d'information et merci de choisir The Blessing Channel. Tout de suite, parlons de religion en Côte d'Ivoire. Le mardi 18 octobre 2016 s'est tenue la première journée de la conférence apostolique et pastorale dénommée AFI, en présence d'éminents hommes de Dieu venus spécialement pour participer à ce grand programme. Suivons ce reportage. C'est dans l'adoration que les pasteurs et serviteurs de Dieu se sont présentés devant l'Éternel pour l'ouverture de la conférence apostolique et pastorale AFI. Pour cette première édition en Afrique francophone, d'éminents serviteurs de Dieu sont venus de plusieurs pays d'Afrique et du monde pour communier en Jésus-Christ en dehors des dénominations. Le révérend Dieudonné Ngobi, le PCO, et l'apôtre Okman René, président de l'église de Réveil international de Côte d'Ivoire, ont dit les mots de bienvenue avant les deux interventions du jour. L'apôtre Giovanni Tretino, coordonnateur international de l'AFI, a appelé le corps du Christ à l'union de l'Esprit pour atteindre ensemble le but de l'Église. À sa suite, l'apôtre Ernesto Brecher, venu d'Italie, a exhorté les hommes de Dieu à viser le résultat qualitatif et non seulement quantitatif. Le problème de beaucoup d'églises, c'est qu'elles sont des croyants, des religieux qui chantent, qui dansent, qui crient Alléluia, mais qui ne sont pas des disciples. Et encore un dernier point, je conclue. Qu'est-ce qu'un formateur? Le problème est que beaucoup de pasteurs ne sont que des prédicateurs. Des prédicateurs qui arrivent à encourager la foule à aller encore en avant une semaine avec le Seigneur. Courage, et foi dans le Seigneur, ne vous découragez pas, Jésus est avec vous, il vous aime, etc. Mais ceci n'est pas encore être des formateurs. Tous les ministères sont nécessaires pour former de bons disciples. Mais chaque ministère doit être lui-même. Oh, écoutez-moi bien là. L'Apostolic Fellowship International ou Conférence apostolique et pastorale AFI permet ainsi une plateforme d'échange et d'enseignement entre serviteurs de Dieu du monde entier. Ces partages d'expériences sont bénéfiques pour l'expansion de l'œuvre selon les participants. Et quelque chose m'a beaucoup impressionné, c'est que nous avions des membres et non des disciples aujourd'hui dans l'église de Jésus-Christ. Or, quand nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, la première église fabriquait des disciples et non des membres. Quand on voit un disciple du Seigneur, il doit vivre sa vie loin de toute forme de corruption, le vol, le mensonge, tout ce qui n'est pas la voix de Dieu. Le disciple de Dieu doit pouvoir incarner même la parole même de Jésus. Nous sommes sous l'autorité de notre patron, Jésus-Christ. Nous devons le respecter, nous devons faire tout ce qu'il nous a recommandé de le faire afin que nous soyons parfaits dans toutes les choses que nous devons faire. Comme à l'entame, c'est par la prière également que les hommes de Dieu ont mis fin à cette première journée de l'AFI. Nous restons toujours en religion en Côte d'Ivoire. C'est lors d'une cérémonie spéciale que le révérend Kwame Nyepe Marus a été reconduit à la tête de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. C'était le samedi 15 octobre 2016. Revivons ensemble les temps forts. De nombreux pasteurs et pères de l'église en Côte d'Ivoire ont fait le déplacement pour l'investiture du révérend docteur Kwame Nyepe Marus. Le peuple également venu nombreux à célébrer Dieu pour la vie de cet infatigable ouvrier de Jésus-Christ, désigné à la tête de l'église évangélique internationale Foursquare de Côte d'Ivoire. L'orateur du jour, le révérend Ola, se basant sur le livre de 2 Samuel, le chapitre 5, a exhorté le peuple à faire bloc autour de son chef, comme le peuple d'Israël le fit avec le roi David. Je me soumets à toi, pas parce que j'étais. Je me soumets à toi parce que je sais que c'est toi qui vas m'amener dans ma destination. Je ne marcherai pas avec toi, mais je serai lié à toi. Alléluia. Son père disait à David, nous sommes liés avec toi. C'est
Je vais mettre de côté mon identité, mais je vais m'accrocher à ton identité. Et je sais que ça ne sera pas toi qui sera honoré, ça ne sera pas moi qui sera honoré, c'est nous tous qui serons honorés. À genoux, le révérend Nyepé Marius a ensuite prêté serment devant le peuple de Dieu et devant le révérend Dag Lucero de Foursquare France et le docteur Yair Robert Dion de l'église protestante baptiste Œuvre Mission. Ces serviteurs de Dieu ont intercédé sur la vie du révérend Nyepé Marius avant de l'investir officiellement comme président de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. À la tête de l'église Foursquare depuis plus d'une décennie, le révérend Nyepé Marius a œuvré à l'expansion du champ de mission en développant le patrimoine de l'église. Ses premiers mots ont été des remerciements, tout en rappelant les objectifs de ce nouveau quinquennat. À tous les autres présidents qui sont là et qui nous ont fait l'amitié et l'honneur de prendre part à cette cérémonie, je voudrais du fond de mon cœur vous dire merci. Il nous reste 5 régions dans lesquelles nous ne sommes pas encore. Nous allons mettre à profit, je dirais, cette année et celle qui suit pour que des implantations soient faites dans ces 5 régions qui restent pour que l'œuvre de l'évangélisation et la mission de toucher ces différentes régions, je dirais, soit atteinte. Cette cérémonie d'investiture marquait aussi la rentrée pastorale de l'église Foursquare de Côte d'Ivoire. Nous continuons avec l'actualité africaine, cette fois-ci au Nigeria, qui, afin d'accroître sa production de pétrole, les autorités de ce pays ont décidé de faire passer le rendement journalier de 1,4 million à 2,2 millions de barils. Cette information a été donnée par le ministre du pétrole du Nigeria. Le Nigeria veut accroître sa production de pétrole de 22% avant la fin de l'année, a affirmé le ministre du pétrole Emmanuel Ibe Kachiko. Le pays veut faire passer son rendement journalier d'1,4 million à 2,2 millions de barils. Les revenus pétroliers constituent 70% des sources de devises pour le gouvernement nigérian. Une ressource stratégique mise à mal par les actes de sabotage des oléoducs dans les principales régions productrices de pétrole. La situation devrait pourtant revenir à la normale courant janvier 2017, assurent les autorités d'Abuja. L'augmentation de la production nationale du Nigeria ne devrait pas entrer en contradiction avec les récentes spécifications de l'OPEP relatives à la réduction de la production mondiale, assure le ministre du pétrole qui cible de nouveaux acheteurs. Emmanuel Ibe Kachiko, en visite à New Delhi, a indiqué que le Nigeria et l'Inde négocient un contrat pétrolier de l'ordre de 15 milliards de dollars avant la fin de l'année. Comme annoncé dans les titres, une Kenyane conçoit une poupée africanisée pour les enfants. Cette femme kenyane qui vient de concevoir cette poupée au teint noir et aussi avec des vêtements africains pour le grand bonheur des enfants du continent africain. Adieu Barbie, bonjour Mimi. Le monde des poupées a une nouvelle favorite et celle-ci a la peau foncée et porte des vêtements faits de tissus ethniques. Le nom de l'entreprise est Mimi Authentique, qui a été fondée par le désir de promouvoir la sensibilisation aux cultures et la conscience de soi chez les petites filles. Chacune des poupées Mimi a une expression faciale unique, ainsi qu'une histoire personnelle. Voici Mimi Nasiaye. Elle représente la communauté Maasai au Kenya. Une poupée est particulièrement spéciale. Voici Mimi Malaika, c'est notre poupée spéciale. Elle représente les enfants affectés par le virus du VIH au Kenya. La raison qui m'a fait venir à cela, c'est que j'ai vu comment ma fille interagit avec sa poupée. Actuellement, nous donnons cette poupée aux enfants porteurs du VIH et nous espérons leur donner ainsi un ami spécial avec lequel ils peuvent parler sans être jugés, critiqués ou ostracisés. Tout ce qui concerne les poupées a été attentivement réfléchi et Nancy Nkirot espère que les enfants qui jouent avec elle apprendront quelque chose. J'ai eu l'idée de donner à mes poupées une personnalité et un vécu. Donc même si je donne à mes poupées une personnalité, si je leur donne un vécu, alors mes enfants et d'autres enfants liront l'histoire et se connecteront ainsi aux cultures kenyanes. La sous-représentation gangrène l'industrie du jouet depuis des décennies.
Mais une ancienne Kierotte espère que ces poupées Mimi changeront tout cela, en offrant aux enfants du continent quelque chose auquel ils peuvent se référer. Parlons à présent de musique, précisément en Afrique du Sud, intitulé Journey, le tout premier album de Pretty Yende, la chanteuse d'opéra sud-africaine de renommée internationale, a été présenté au grand public. À travers ce nouvel opus, l'artiste revient sur les meilleurs moments de sa carrière. Suivons. La chanteuse d'opéra sud-africaine de renommée internationale Pretty Yende vient de sortir son premier album. Après 7 ans de prestations en direct dans le monde entier, A Journey met en lumière quelques-uns des meilleurs moments de sa carrière. Nous avons eu des difficultés à choisir ces 7 pistes parce que le parcours a été marqué par tant de faits saillants. Mais je suis heureuse que nous ayons trouvé un moyen de mettre en évidence ces faits saillants. Vous savez, ces moments bien précis qui ont façonné ma carrière. Née dans une famille de musiciens en Afrique du Sud, Yende a grandi en chantant du gospel à l'église. Elle a aussi su s'inspirer de chanteurs qu'elle voyait à la télévision. Lorsque j'ai entendu la musique, la beauté et la joie que j'ai ressenties dans ces 10 secondes, j'ai su que je pouvais le faire. Parce que c'est humain. Je le sentais même sans savoir que c'était humainement possible. Et quand on m'a dit que ça l'était, j'ai dit, eh bien, enseignez-le-moi. Je savais que si quelqu'un devait me l'apprendre, je l'accepterais. Même si elle a chanté dans les plus prestigieuses salles d'opéra au monde, Yende estime que le meilleur endroit où elle s'est produite est sans doute le Metropolitan Opera House de New York. Elle espère surtout faire davantage apprécier la musique classique dans le monde et dans son pays natal. Je suis en train, du mieux que je peux, de retourner dans chaque village, chaque coin de l'Afrique du Sud, pour éduquer et provoquer une prise de conscience sur l'importance de la musique classique. Parce que si mon père n'avait pas acheté la télévision, je ne serais pas ici aujourd'hui. Reconnaissante à Dieu pour son immense talent, Yende affirme que la musique est un don qui appartient à tous et pas seulement à quelques-uns. Elle jouera le rôle de Rosina dans Il Barbiere di Siviglia en janvier et celui de Juliette dans Roméo et Juliette en mars au Metropolitan Opera House de New York en 2017. Nous ouvrons à présent l'actualité internationale en Haïti. Un navire censé apporter 35 tonnes de matériel et de vivres aux victimes de l'ouragan Matthew a été contraint de faire demi-tour, faute de sécurité et aussi d'organisation. Pourtant, plusieurs milliers d'Haïtiens sans abri attendent désespérément cette aide. Suivons cet élément. Ils étaient des milliers d'Haïtiens massés sur le port de Jérémie pour recevoir l'aide apportée par ce navire néerlandais. Mais le bateau a été contraint de faire demi-tour sans déposer les 35 tonnes de matériel et de vivres destinés aux victimes de l'ouragan Matthew. En cause, trop de monde, pas assez de mesures de sécurité et aucune organisation pour distribuer l'aide. Près d'1,5 million d'Haïtiens ont besoin d'une aide humanitaire. 175 000 personnes sont sans abri. Revenons à présent sur les élections aux États-Unis. Dans l'État de Floride, la population portoricaine a triplé en 20 ans. Ces potentiels électeurs sont de plus en plus convoités en vue de la prochaine élection présidentielle aux États-Unis. Plus de détails dans cet élément.
Enchantée, je m'appelle Mary Reyes et je travaille pour Mi Familia Vota. À chaque porte qui s'ouvre, la discussion s'engage en espagnol. Ça fait combien de temps que vous avez quitté Porto Rico? Ça fait 2 mois. 2 mois qu'Anna a quitté Porto Rico pour prendre sa retraite à Orlando. Une nouvelle résidente qui votera pour la première fois à l'élection présidentielle américaine. Je pense que je vais voter pour Hillary Clinton, mais je dois me renseigner davantage. Pas de consigne de vote, ces bénévoles s'assurent que les électeurs latinos sont enregistrés pour participer à l'élection. Mais dans cet immeuble, les portoricains ne cachent pas leurs préférences. Je vais voter pour Hillary parce que nous devons tous être unis. Trump parle mal des portoricains et des latinos en général. Nous sommes tous une famille. Plus d'1 million de portoricains vivent en Floride, un chiffre en augmentation, surtout depuis la crise économique de 2006 qui sévit sur l'île. Tous les analystes disent que dans 2 ans, il devrait y avoir plus de portoricains en Floride que dans l'État de New York. Il y en aura plus ici que sur l'île. 5% de la population de Floride, mais déjà 30% du vote latino. De plus en plus considérés comme indispensables pour remporter l'élection, les portoricains sont des électeurs très convoités. Il y a un nombre croissant et majoritaire de portoricains qui s'enregistrent comme démocrates, mais il y a aussi un nombre important qui ne sont affiliés à aucun parti. Dans les 2 cas, leurs nombres sont plus importants que ceux enregistrés comme républicains. Selon les derniers sondages, Hillary Clinton possède 3 points d'avance sur Donald Trump en Floride. Mary et son équipe espèrent surtout qu'un maximum d'électeurs voteront le 8 novembre prochain. Un mot de culture à présent. Très bientôt, le nouveau musée national d'histoire et de culture afro-américaine, inauguré par le président américain Barack Obama, ouvrira ses portes pendant 10 jours. Les organisateurs espèrent que cette exposition contribuera à guérir le problème du racisme américain. Le Smithsonian, le nouveau musée national américain d'histoire et de culture afro-américaine, peut aider à comprendre et guérir le problème persistant du racisme américain. Le musée de 540 millions de dollars inauguré par le président Barack Obama est considéré par les responsables comme un endroit idéal pouvant abriter un dialogue sur les différences raciales et culturelles qui dominent la scène nationale. Ce musée du National Mall, ou comme nous l'appelons la cour avant de l'Amérique, ce musée tente de réaliser les rêves de tant de générations qui ont cru que l'Amérique ferait mieux si elle comprenait, si elle se plongeait dans l'expérience afro-américaine. Le secrétaire du musée, David Scorton, explique comment ce nouveau musée présente les États-Unis d'un point de vue afro-américain. Ce musée explore notre identité nationale à travers une lentille particulière reflétant les expériences de vie des Afro-Américains au fil du temps. Leurs histoires, illustrées par des artefacts et des œuvres d'art à travers les voix et écrits, par le courage et la détermination, par l'innovation et le leadership. Le récit éloquent et puissant révèle le cœur de notre identité nationale. Les 36 000 articles de la gamme vont des produits commerciaux utilisés pour acheter des esclaves en Afrique, à une voiture de chemin de fer des années 1920 et un cabriolet Cadillac rouge appartenant au pionnier du rock'n'roll Chuck Berry. Et aussi, cabine d'esclaves de la Caroline du Sud, gants de boxe utilisés par le grand boxeur Muhammad Ali et le portrait de la célèbre contralto Marion Anderson pendant qu'elle chantait au Lincoln Memorial. C'était un dimanche de Pâques en 1939 et elle s'était vue refuser le droit de se produire sur une scène uniquement réservée à la race blanche. Le musée, conçu par l'architecte David Adjaye, d'origine ghanéenne, est à 60% souterrain. La proposition de construction de cet espace a été faite en 1915 par les vétérans noirs de la guerre civile. Sa création a par la suite été approuvée en 2003 par le Congrès américain. Près de 4 ans ont été nécessaires pour l'édification de ce bâtiment de 37 200 mètres carrés, dont la surface est composée de 3 600 panneaux en aluminium couleur bronze, formant une couronne à 3 niveaux.
4e Vendée Globe pour Vincent Rioux. 12 ans après sa première participation, Vincent Rioux s'attaque au Vendée Globe pour la 4e fois. Il est l'un des grands favoris. Il est surtout le seul des 29 coureurs du Vendée Globe à avoir déjà remporté cette course. À 44 ans, Vincent Rioux garde pourtant la tête froide. Ça peut être une pression supplémentaire. Maintenant, il faut essayer de le vivre, comme une course. J'ai envie de dire comme une nouvelle course. Je crois que le passé, c'est le passé. Aujourd'hui, il ne faut pas oublier d'être là pour écrire l'histoire du Vendée Globe 2016-2017 et surtout, il ne faut pas vivre dans nos souvenirs. Ouais. La reine des courses à la voile, le skipper breton la connaît bien. À son actif, 3 participations, une victoire, mais aussi 2 abandons. Comme ses concurrents les plus sérieux, il est prêt à affronter les éléments, mais face à l'adversité et à l'imprévu, la différence se jouera dans la tête. Il y a des moments dans cette course où ça va être dur, ça va être très dur pour tout le monde et on sait que dans ces cas-là, celui qui a le plus envie, celui qui s'est investi le plus, c'est lui qui a le plus de chances de réussir son projet. Grand débat de cette 8e édition de l'Everest des mers, bateau à dérive classique ou voilier à foil, ces plans porteurs qui soulagent la carène à certaines allures. Une guerre des anciens contre les modernes dans laquelle Vincent Rioux a misé sur les dérives. C'est difficile de dire qui a raison, hein. Je pense que c'est beaucoup la météo qui va décider. Et puis après aussi la capacité des marins à finir leur tour du monde. Hein. Il y a encore 6 mois, j'avais franchement l'impression que c'était en l'avantage des bateaux à dérive. Aujourd'hui, je pense que les foilers ont bien progressé, qu'on est sur quelque chose d'assez équilibré. Réponse au Sable d'Olonne en janvier 2017, après 40 000 km autour du monde, avec en ligne de mire le record de 78 jours et 2 heures, établi par François Gabard lors de la dernière édition. Dans ce journal, parlons maintenant d'économie en Thaïlande. Après le décès du roi dans ce pays, la junte militaire au pouvoir a décidé de préserver l'économie du pays en veillant sur la stabilité et aussi à l'organisation d'élections générales d'ici l'an prochain. La mort du roi de Thaïlande et l'année de deuil qui l'accompagne sont un véritable défi pour l'économie. Les signaux sont mauvais, crainte de tensions politiques après la disparition de ce roi rassembleur, désintérêt des investisseurs étrangers et croissance bien en dessous du reste de la région. Il y a beaucoup de facteurs négatifs en ce moment, dit cette commerçante. Les autorités interdisent de vendre sur les trottoirs. Les vendeurs n'ont pas d'argent comme les clients. Les gens achètent ce qui est essentiel pour leur famille, pas du superflu. Le baht, la monnaie thaïlandaise et la bourse étaient stables lundi. La junte militaire au pouvoir veille à la stabilité et promet d'ailleurs que les élections générales auront bien lieu comme prévu l'an prochain. Garant de cette stabilité aussi, le régent qui a été propulsé automatiquement à cette fonction puisque le prince a réclamé un délai avant de monter sur le trône. Malgré son grand âge, 96 ans, le régent est considéré comme l'éminence grise du palais, celui qui tire les ficelles. La crémation du roi aura lieu après 1 an de deuil. C'est seulement après que le prince héritier, Maha Vajiralongkorn, sera couronné. Pendant cette année, les fonctionnaires sont habillés de noir, c'est obligatoire. Et la population veut l'être aussi. Elle se rue sur les vêtements de cette couleur. Résultat, on est déjà en rupture de stock, alors les opérations de teinture se multiplient dans le pays. Parlons de sport dans ce journal. Pour terminer, les surfeurs à l'assaut des vagues du port de Lagos au Nigeria, God Power a grandi dans la baie de Tarkwa à Lagos, mégapole africaine de 20 millions d'habitants. Passionné de surf, il transmet ici sa passion à une dizaine de jeunes. Suivant. Un cargo, des vagues et du surf, un cocktail improbable mais à Lagos, mégapole africaine à démesurée de rigueur. À l'embouchure du port de la ville, les aficionados des rouleaux se retrouvent dans la baie de Tarkwa. Pionnier du surf au Nigeria, God Power a grandi ici. L'océan est son sanctuaire. Près de 80% des Nigérians n'aiment pas l'eau. Ils ont peur des divinités aquatiques comme Mami Wata et Papi Wata. Mais je les rassure et je leur donne l'opportunité de venir. L'océan ne va pas les tuer, l'eau n'a pas d'ennemis.
Et pour prouver que l'océan n'a pas d'ennemis, God Power a monté une école de surf. Marée après marée, il a converti les jeunes de son village à la maîtrise des vagues. Junior, Emmanuel et Moss, ils évoluent tous sous les conseils de leur mentor, dans l'espoir un jour de devenir champion de surf. J'aime le surf parce que ça me rend heureux. J'ai envie d'en faire toute ma vie au Nigeria et faire des compétitions. Ils aiment vraiment surfer, c'est pour cela que je les aide et que je leur apprends. Et j'espère qu'ils représenteront le Nigeria au JO 2020. Mais avant les Jeux Olympiques, il leur faudra d'abord s'équiper, car dégoter une planche de surf au Nigeria n'est pas une mince affaire. Le principal souci, c'est l'équipement et être sûr qu'il soit solide. Ça ne sert à rien qu'on nous donne du matériel ou qu'on l'achète si c'est pour devoir le racheter 6 mois plus tard. Signe que le surf est en vogue à Lagos, un cinéaste nigérian vient d'achever le tournage d'un film consacré à Tarkwa et ses surfeurs. Une belle reconnaissance qui pourrait populariser la baie et pourquoi pas la hisser au rang des meilleurs spots mondiaux. Mesdames et messieurs, c'est ici que prend fin ce journal qui a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Bonne suite de programme sur le Blessing Channel. Dieu vous bénisse. À bientôt.